Quand j'ai invité ma famille à ma cérémonie d'hommage, ma fille s'est moquée. « Je n'ai pas le temps pour des prix idiots. Je vais à un concert ce soir. » Mon mari a ajouté « Je dois sortir avec mes amis. » J'ai simplement souri et dit « C'est bon. » Ce soir-là, pendant qu'ils se préparaient à sortir, ce qu'ils ont vu à la télévision les a laissés fixant l'écran, complètement abasourdis. Ils ont compris. Trop tard. Bonjour, je m'appelle Daniel Roussel. J'ai 65 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à cette chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Merci de votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Paris, novembre. La lumière de fin d'après-midi entrait par la fenêtre du salon, dessinant des ombres longues sur le parquet usé. Je me tenais debout dans l'encadrement de la porte, une enveloppe officielle entre mes mains ridées. Le sceau doré de la République française brillait doucement. Mes doigts tremblaient légèrement, pas à cause de l'âge, mais à cause de ce que cette enveloppe représentait. 43 années de ma vie. 43 années d'enseignement, de sacrifices, de nuits blanches à corriger des copies, de week-ends passés à aider des familles que personne ne voulait voir. Et maintenant, j'avais quelque chose à montrer pour tout cela. Quelque chose d'officiel. Quelque chose qui disait au monde que Daniel Roussel existait, qu'elle avait fait quelque chose d'important. Dans le salon, ma fille Solène était affalée sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille, riant fort, avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Elle avait 26 ans, de longs cheveux noirs brillants, toujours impeccablement habillée. Ce jour-là, elle portait une robe noire moulante, des talons hauts abandonnés près du canapé. Elle peignait ses ongles en rouge vif, le pinceau glissant avec une précision chirurgicale. Mon mari Éric était enfoncé dans son fauteuil préféré, une bière à moitié vide à côté de lui, les yeux rivés sur le match de football. Il avait 64 ans, les cheveux grisonnants clairsemés, le ventre un peu rond, les lunettes glissant sur son nez. Le son de la télévision emplissait l'appartement. Les commentateurs criaient. La foule rugissait. J'ai pris une profonde inspiration. Mes côtes me faisaient mal. L'arthrose. 2 ans que je vivais avec cette douleur, et il ne l'avait jamais remarqué. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine et j'ai dit, d'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait légèrement, que je devais leur parler, que c'était important. Solène n'a même pas levé les yeux. Elle a agité la main dans ma direction, me faisant signe d'attendre, continuant sa conversation téléphonique ponctuée de rires aigus. Éric a crié quelque chose à la télévision, quelque chose à propos d'un tir manqué, d'une occasion perdue. Il m'a dit que ça pouvait attendre, que c'était presque le but. J'ai avancé lentement vers le centre du salon. Mes genoux craquaient à chaque pas. Je me suis placée devant la télévision, bloquant la vue d'Éric. Il a levé les yeux, agacé, et m'a demandé de me pousser. Solène a enfin raccroché, irritée, me demandant ce qu'il y avait de si urgent. J'ai levé l'enveloppe. Je leur ai dit que j'avais reçu quelque chose aujourd'hui, quelque chose d'important, quelque chose qui changeait tout. Je leur ai expliqué que j'allais recevoir la Légion d'honneur, la plus haute décoration française. La cérémonie aurait lieu jeudi soir, à 19h, au palais de l'Élysée, avec le président de la République. Je voulais qu'il soit là, avec moi, pour une fois. Le silence qui a suivi n'a duré qu'1 seconde. Puis Solène a éclaté de rire. Un rire sec, méprisant, qui m'a transpercé comme une lame. Elle m'a demandé si c'était une blague. La Légion d'honneur. Moi. Une vieille professeure retraitée. Elle a dit que c'était ridicule, qu'elle avait des billets VIP pour le concert d'Angèle jeudi soir, qu'elle attendait ça depuis des mois. Elle m'a demandé si je pensais vraiment qu'elle allait rater ça pour un prix idiote de professeur. Elle a dit ces mots exactement. Un prix idiote. Sa voix était dure, agressive, presque cruelle. J'ai regardé Éric, j'ai cherché du soutien dans ses yeux, mais il a détourné le regard, fixant à nouveau l'écran de télévision par-dessus mon épaule. Il m'a dit que jeudi c'était sa soirée poker avec les amis, que c'était sacré, que ça faisait des semaines qu'ils avaient si prévu ça. Il a ajouté que je pouvais y aller seule, prendre ma photo, la mettre sur Facebook, montrer ça aux autres retraités. J'ai essayé de leur expliquer. J'ai dit que c'était au palais présidentiel, que c'était l'honneur le plus important qu'un citoyen français pouvait recevoir, que j'avais besoin d'eux là-bas, que c'était important pour moi.
Solène s'est levée brusquement, son sac à la main, me disant d'arrêter. Elle a crié que je vivais dans un monde de fantaisie, que je pensais être spéciale parce que j'avais passé ma vie à donner des cours à des enfants de banlieue. Elle a dit que personne ne se souciait de ça, que j'étais juste une vieille femme qui cherchait de l'attention, que personne n'en pouvait plus. Les mots sont tombés sur moi comme des pierres. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis agrippée au dossier du canapé. Mon cœur battait trop vite, trop fort. Éric a murmuré quelque chose à Solène, lui demandant de se calmer, mais sans vraiment la contredire. Puis il m'a regardée avec une expression froide et m'a dit que j'exagérais toujours ce genre de choses, que je dramatisais tout, que je devais juste y aller, recevoir mon prix et arrêter d'embêter tout le monde avec ça. Je les ai regardés tous les deux, ma fille, mon mari, les deux personnes que j'aimais le plus au monde, les deux personnes pour qui j'avais tout sacrifié, et ils me regardaient comme si j'étais une étrangère, comme si j'étais un fardeau, comme si mon existence était une nuisance. J'ai essuyé les larmes qui coulaient sur mes joues avec le dos de ma main. J'ai redressé mes épaules, aussi droites que mes vieux os me le permettaient. J'ai souri. Un sourire étroit, douloureux, un sourire qui cachait tout ce qui se brisait en moi. Et j'ai dit, d'une voix calme et posée, que c'était bon, que je comprenais, que ce n'était pas grave. Je me suis retournée et je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte doucement. De l'autre côté, j'entendais Éric augmenter le volume de la télévision et Solène reprendre sa conversation téléphonique en riant. Je me suis adossée au mur et je me suis laissée glisser jusqu'au sol, mes genoux craquant de douleur. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine et j'ai pleuré en silence, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Seule, invisible, non vue. Le mercredi après-midi, je suis retournée à l'école de Seine-Saint-Denis. Même après ma retraite, je continuais d'y aller comme bénévole. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants, de cartes de France décolorées, de citations motivantes écrites à la main. L'odeur de craie et de vieux livres imprégnait les couloirs. Par la fenêtre de la salle de classe vide, je regardais les enfants jouer dans la cour. Certains portèrent des vêtements troués, des baskets usées jusqu'à la semelle. D'autres n'avaient pas de manteau malgré le froid de novembre. Ces enfants, c'étaient eux ma vraie famille, eux qui m'avaient toujours vue. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes doigts tremblaient en composant le numéro de Solène. Ça a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix était impatiente, pressée. « Maman, je suis au travail, fais vite !» J'ai pris une inspiration. J'ai dit que je voulais juste lui dire que je l'aimais, que si elle changeait d'avis pour jeudi, ce serait merveilleux. Il y a eu un silence agacé à l'autre bout. Puis elle a soupiré bruyamment et a dit « Maman, arrête. Je t'ai déjà dit que je n'irai pas. S'il te plaît, n'insiste pas. Tu deviens vraiment trop insistante avec l'âge. » Le clic de la fin d'appel a résonné dans mon oreille comme un coup de feu. J'ai fixé l'écran noir du téléphone. Une larme a coulé sur ma joue ridée. J'ai entendu une petite voix derrière moi. « Madame Roussel ?» C'était Yanis, un de mes anciens élèves, 9 ans, la chemise tachée de peinture. Il me regardait avec ses grands yeux inquiets et m'a demandé si je pleurais. J'ai essuyé rapidement mon visage et j'ai souri en lui disant que non, que c'était juste de la poussière dans mes yeux. Il s'est approché et a dit « Ma mère pleure aussi parfois. Elle dit que c'est parce qu'elle travaille trop et que mon père ne l'aide pas. Et elle est vieille aussi, comme vous. » J'ai ri tristement. Je me suis agenouillée difficilement devant lui, mes genoux protestant douloureusement. Et j'ai pris ses petites mains dans les miennes. Je lui ai dit que j'avais appris quelque chose en 65 ans de vie. Que les personnes les plus fortes sont celles qui continuent, même quand personne ne les voit. Que sa mère était forte, qu'il était fort aussi. Yanis a souri et m'a dit « Vous aussi vous êtes forte, madame. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. » Il m'a serrée dans ses bras. J'ai fermé les yeux. Dans cette étreinte d'enfant, j'ai trouvé plus de reconnaissance que dans toute une vie avec ma propre famille. Le jeudi est arrivé trop vite. Toute la journée, j'ai eu un nœud dans l'estomac. Je me suis préparée lentement dans ma chambre. J'ai enfilé ma robe bleu marine, celle que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. J'ai attaché mes cheveux gris en un chignon élégant. J'ai mis du rouge à lèvres discret.
Dans le miroir, j'ai vu une femme de 65 ans qui portait ses rides comme des médailles. Chaque ligne sur mon visage racontait une histoire. Une vie de travail, une vie de sacrifice, une vie d'amour non partagé. Dans le salon, Solène finissait de se préparer pour son concert. Elle portait une robe noire brillante qui moulait son corps jeune et parfait. Ses talons claquaient sur le parquet. Éric était dans la cuisine, sortant des bières du réfrigérateur pour les emporter chez ses amis. Je suis sortie de ma chambre avec mon petit sac à main. Ils m'ont à peine regardé. J'ai dit simplement « Je pars ». Solène a lancé un « Salut maman, bonne chance » sans lever les yeux de son téléphone. Éric a ajouté « Prends des photos, Daniel, mets ça sur Facebook. Montre ça aux vieux du club du 3e âge. » Je me suis arrêtée à la porte. Je me suis retournée vers eux une dernière fois. J'ai regardé ma fille, si belle et si froide. J'ai regardé mon mari, avec qui j'avais partagé 40 années de vie. Et j'ai dit, d'une voix basse mais claire, « Je vous aime, même si vous ne voyez pas qui je suis. Et vous ne l'avez jamais vu. » J'ai fermé la porte doucement derrière moi. Dans le couloir, j'ai entendu Éric augmenter le volume de la télévision et Solène rire au téléphone, comme si je n'avais jamais été là. Le trajet en métro jusqu'à l'Élysée m'a semblé irréel. Les gens autour de moi parlaient, riaient, vivaient leur vie. Personne ne savait que la vieille femme assise près de la fenêtre allait recevoir la plus haute distinction de France. Personne ne savait que cette même femme avait le cœur brisé. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre du métro. J'ai vu une femme seule, une femme qui avait passé sa vie à donner et qui n'avait jamais rien reçu en retour. Pendant ce temps, chez nous, Solène se maquillait devant le miroir de l'entrée. Elle traçait un trait d'eyeliner noir parfait. Éric enfilait sa veste, vérifiant ses poches pour s'assurer qu'il avait son portefeuille et ses clés. La télévision était allumée dans le salon, le volume bas, diffusant France 2. Éric cherchait son téléphone quand soudain la voix du présentateur a attiré son attention. « Bonsoir. En direct du palais de l'Élysée, nous suivons la cérémonie de la Légion d'honneur, la plus haute décoration française. » Solène s'est figée, le tube de mascara en l'air. Éric a dit « Change de chaîne », mais Solène a murmuré « Attends ». L'écran montrait le salon doré de l'Élysée. Des personnes élégantes, des drapeaux français, l'hymne national en fond sonore. Le présentateur continuait. 10 citoyens exceptionnels sont honorés ce soir. Parmi eux, Daniel Roussel, professeur retraité qui a révolutionné l'éducation dans les zones défavorisées. Éric a laissé tomber sa veste sur le canapé. Solène a lâché son mascara qui est tombé par terre, roulant sous le meuble. Leurs yeux étaient rivés sur l'écran, incapables de bouger, incapables de respirer. Le présentateur détaillait mon parcours avec une précision qui me rendait réelle pour la première fois aux yeux de ma propre famille. Durant 43 années de carrière, Madame Roussel s'est consacrée sans relâche à l'enseignement à Seine-Saint-Denis, l'une des régions les plus défavorisées de France. Mais son travail est allé bien au-delà de la salle de classe, même après sa retraite. La caméra me montrait sur scène, à côté de 9 autres personnes. Mes cheveux gris brillaient sous les lumières. J'étais sérieuse, émue, mes mains ridées, serrées l'une contre l'autre. Le présentateur a continué. Durant la pandémie, à 61 ans, Daniel Roussel a créé le projet Solidarité familiale, un réseau qui a mobilisé des bénévoles, des entreprises et des institutions. Le projet a fourni plus de 150 000 repas, 12 000 paniers alimentaires, un soutien psychologique et éducatif pour 3 200 familles en situation de grande vulnérabilité. Solène a porté sa main à sa bouche. Son visage était devenu complètement blanc. Éric s'est assis lentement sur le canapé, ses jambes ne le portant plus. De plus, Madame Roussel a personnellement collecté 680 000 € en dons pour le projet, sauvant des familles entières de la faim et du désespoir. Elle a travaillé sans relâche, même en faisant face à des problèmes de santé liés à son âge. Solène est tombée à genoux sur le sol. Ses mains tremblaient violemment. Éric avait les mains sur sa tête, ses doigts agrippant ses cheveux gris clairsemés. Le présentateur a ajouté la phrase finale, celle qui a tout changé.
En reconnaissance d'une vie entière de travail, le gouvernement français a créé l'Institut Daniel Roussel, une fondation permanente qui poursuivra son œuvre, offrant un soutien éducatif et social aux familles vulnérables dans toute la France. Le silence dans l'appartement était absolu. Seul le son de la télévision continuait. La caméra me montrait en gros plan. Le président s'approchait. Il tenait la médaille entre ses mains. Solène pleurait maintenant, des sanglots profonds et déchirants. Éric restait immobile, comme paralysé, son regard vide fixé sur l'écran. Il voyait enfin qui j'étais. Mais il était trop tard, beaucoup trop tard. Sur l'écran, le président a placé la médaille sur ma poitrine. J'ai touché le métal doré avec mes doigts là tremblants. La salle entière s'est levée pour applaudir. J'ai marché lentement vers le pupitre. Mes genoux me faisaient mal à chaque pas, mais je me suis tenue droite. Mes mains ridées ont serré le bois du pupitre. J'ai respiré profondément. Puis, j'ai commencé à parler. J'ai dit que j'avais 65 ans, que 43 d'entre eux avaient été consacrés à l'éducation, que cet honneur n'était pas le mien, mais celui de chaque enfant qui avait cru en moi quand personne d'autre ne croyait en eux. De chaque mère qui avait pleuré sur mon épaule parce qu'elle n'avait rien à donner à manger à ses enfants. De chaque père qui avait perdu sa dignité et que j'avais essayé d'aider à retrouver. Ma voix tremblait. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais j'ai continué. J'ai dit que je devais parler de quelque chose qui faisait mal. Quelque chose que je portais dans mon cœur chaque jour. Quelque chose qui pesait plus lourd que toutes mes années. J'ai dit que j'avais une fille, Solène, et un mari, Éric. Que je les aimais plus que n'importe quelle médaille, plus que n'importe quelle reconnaissance. Qu'ils étaient mon cœur, ma raison de me lever chaque matin. Ma voix s'est brisée complètement. J'ai dû m'arrêter un instant pour reprendre mon souffle. Dans l'appartement, Solène sanglotait de façon incontrôlable, son corps entier secoué par les pleurs. Éric pleurait aussi, silencieusement, les larmes coulant entre ses doigts qui couvraient son visage. Avant de continuer, je vous demande gentiment, si vous aimez cette histoire, de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci. Maintenant, continuons. J'ai repris mon discours. J'ai dit qu'il n'était pas là ce soir. Non pas parce qu'il n'avait pas été invité, mais parce qu'il ne me voyait pas. Il ne voyait pas qui j'étais, ce que je faisais, ce pourquoi je me battais toute ma vie. J'ai dit que c'était la douleur la plus profonde qu'une femme pouvait ressentir. Être invisible pour ceux qu'elle aime le plus. Mais j'ai ajouté que je n'abandonnais pas, que je n'abandonnerais jamais ma famille, parce que je croyais, je devais croire en la valeur de la famille, même quand elle nous blesse, même quand elle ne nous voit pas, même quand, à 65 ans, on se demande si aimer autant en valait la peine. Ma voix était devenue plus forte, plus puissante. J'ai regardé la salle et j'ai demandé combien de personnes avaient quelqu'un chez elles qui ne valorisait pas ce qu'elle faisait. Combien travaillaient en silence, aimaient en silence, souffraient en silence. J'ai dit que je les voyais, que je savais, que je leur disais de continuer à aimer, de continuer à se battre, parce que le véritable amour n'abandonne jamais, même quand ça fait mal, même quand ça saigne, même quand on a 65 ans et que le dos fait mal et qu'on se demande combien de temps il reste. J'ai fait une longue pause. La salle était absolument silencieuse. J'ai parlé des milliers de drames familiaux cachés derrière des portes fermées, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, des époux qui vivent comme des étrangers, des mères qui pleurent seules, des personnes âgées qu'on oublie. J'ai supplié tout le monde de valoriser leur famille, de regarder qui était à leur côté, de demander comment ils allaient, ce qu'ils faisaient, ce dont ils rêvaient, ce qu'ils avaient sacrifié, de ne pas laisser les gens qu'ils aimaient devenir invisibles, de ne pas les laisser atteindre 65 ans en sentant qu'ils avaient gaspillé leur amour, parce qu'un jour, il serait trop tard. Ma voix s'est brisée à nouveau. J'ai dit, presque dans un murmure, « Solène, Éric, où que vous soyez, vous êtes dans mon cœur. Vous le serez toujours. Même s'il ne me reste que quelques années, je continuerai à me battre. Pour vous. Pour toutes les familles. Parce qu'à la fin, quand on regarde en arrière, la seule chose qui compte, c'est l'amour. Et j'ai aimé, même invisible,
j'ai aimé. J'ai murmuré « merci » et je me suis écartée du pupitre. La salle a explosé en applaudissements. Les gens se sont levés, certains pleuraient ouvertement. Le président lui-même s'est levé, visiblement ému, essuyant ses yeux. Les applaudissements ont duré plus de 3 minutes. Les flashs des appareils photo illuminaient la salle. Et moi, Daniel Roussel, 65 ans, professeur retraité, je pleurais comme je n'avais jamais pleuré. Pas de tristesse cette fois, mais de libération. J'avais enfin dit ma vérité, au monde entier. Même si ma famille n'était pas là pour l'entendre en personne, ils l'entendraient, d'une manière ou d'une autre. Dans l'appartement, Solène était prostrée sur le sol, hurlant de douleur entre ses sanglots. « Maman, maman, pardonne-moi, maman, reviens, s'il te plaît !» Éric était assis sur le canapé, son corps tremblant entièrement, les larmes coulant sans arrêt. Il murmurait d'une voix cassée. « 43 ans, 680 000 euros. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait ?» Le téléphone de Solène vibrait sur la table. C'étaient ses amis qui l'attendaient au concert. Elle ne l'a même pas regardé. Éric a reçu un message de ses amis du poker. Il l'a ignoré complètement. Plus rien n'existait, sauf l'écran de télévision et mon visage qui pleurait au palais de l'Élysée. La cérémonie s'est terminée. Les caméras se sont éloignées. Le présentateur est revenu. Il a résumé l'événement, mentionnant à nouveau mon nom, mon travail, l'institut qui porterait désormais mon nom. Puis il est passé aux informations suivantes. Mais Solène et Éric ne bougeaient pas. Ils restaient là, figés dans leur culpabilité et leur honte. Ils venaient de découvrir qui était vraiment la femme avec qui ils vivaient. Et ils venaient de réaliser qu'ils l'avaient détruite. Lentement. Pendant des années. Avec leur indifférence, leur mépris, leur aveuglement. Je suis rentrée tard ce soir-là. Le métro était presque vide. Les lumières fluorescentes éclairaient faiblement les wagons. Je tenais la boîte en velours contenant la médaille sur mes genoux. Mes mains ne tremblèrent plus. J'étais épuisée, vidée, mais étrangement calme. Quelque chose s'était libéré en moi durant ce discours. J'avais dit ma vérité. Maintenant, je devais affronter les conséquences. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, il était presque minuit. J'ai enlevé mes chaussures lentement, mes pieds me faisant mal. J'ai posé mon sac dans l'entrée. Le salon était faiblement éclairé par une seule lampe. Et là, je les ai vus. Solène était assise par terre, le dos appuyé contre le canapé. Son maquillage avait coulé, laissant des traînées noires sur son visage. Ses yeux étaient complètement gonflés. Elle portait encore sa robe de soirée, mais ses pieds étaient nus, ses talons jetés quelque part. Éric était dans le fauteuil, penché en avant, la tête entre les mains. Ses lunettes étaient posées sur la table. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. J'ai dit calmement qu'il n'était pas allé au concert ni au poker. Solène a levé son visage détruit vers moi. Sa voix était cassée, rauque quand elle a dit « Maman, on a vu, on a tout vu, chaque mot, chaque seconde. » J'ai fermé les yeux un instant. J'ai pris une profonde respiration. Mes côtes me faisaient mal. J'ai serré la boîte contre moi. Éric a levé son visage. Ses yeux étaient rouges. Il a dit « Daniel, 680 000 euros, 43 ans, un institut qui porte ton nom. Tu as fait tout ça. Et nous, on ne savait même pas. » Sa voix était pleine de honte, de culpabilité écrasante. J'ai posé la boîte avec la médaille sur la table du salon. Je me suis tournée vers eux. Mon visage était serein, mais marqué par une douleur ancienne, profonde, incrustée dans chaque ride. J'ai dit qu'ils avaient fait ce qu'ils faisaient toujours, qu'ils m'avaient ignorée, diminuée, fait sentir petite, vieille, inutile. Solène s'est levée en tremblant. Elle a fait quelques pas vers moi et est tombée à genoux, attrapant mes mains. Elle sanglotait en disant « Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Elle répétait ces mots encore et encore, sa voix montant dans l'hystérie. Je regardais ma fille, cette belle jeune femme brisée à mes pieds, et je sentais mon cœur se déchirer. Éric s'est levé aussi. Il s'est approché, sa démarche incertaine. Il a dit « Daniel, je ne savais pas. Comment j'ai pu vivre 40 ans avec toi et ne pas savoir ?» Sa voix était désespérée. J'ai répondu d'une voix ferme,
mais tremblante, qu'il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais demandé. Combien de fois avais-je essayé de lui parler de mon travail? Combien de fois avait-il changé de sujet? Combien de fois m'avait-il dit d'attendre, que le match commençait? Combien de fois m'avait-il traité comme une vieille femme ennuyeuse qui insistait pour parler de choses sans importance? Éric n'a rien répondu. Ses jambes ont cédé. Il s'est appuyé contre le fauteuil. Solène me regardait avec un visage dévasté. Elle a dit que dans mon discours, j'avais dit que je les aimais, que nous étions dans mon cœur, que je n'avais peut-être plus beaucoup d'années. Sa voix s'est brisée complètement quand elle a demandé « Maman, tu es malade? S'il te plaît, dis-moi que non. S'il te plaît. » J'ai regardé ma fille dans les yeux. J'ai dit que je n'étais pas malade, mais que j'avais 65 ans, que je n'étais pas éternelle, que j'avais gaspillé tellement d'années à attendre qu'il me voie. Solène s'est accrochée à moi, ses bras autour de mes jambes. Elle répétait sans cesse « Pardonne-moi, maman, pardonne-moi d'avoir été aveugle, égoïste, cruelle. Pardonne-moi de ne pas t'avoir vue. Pardonne-moi de t'avoir appelée vieille. Pardonne-moi. » Elle répétait ces mots comme une prière désespérée. J'ai pris son visage entre mes mains. Je lui ai dit que le pardon n'effaçait pas tout, qu'il n'effaçait pas les fois où elle avait ri de mon travail, qu'il n'effaçait pas les fois où elle m'avait fait sentir que ma vie n'avait aucune valeur. Ma voix s'est cassée. Moi aussi je pleurais maintenant. J'ai dit que ça n'effaçait pas la solitude d'une mère qui aime et qui n'est pas aimée en retour. Solène a crié qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimée, mais qu'elle était idiote, égoïste, qu'elle ne me méritait pas. Éric s'est approché aussi. Il a dit qu'il avait été un mari horrible. Un mari qui avait passé des décennies à mes côtés, sans jamais me voir, me valoriser. Qu'il ne savait pas comment réparer ça, s'il y avait encore du temps pour réparer. Je les ai regardés tous les deux. Mon cœur était brisé en 1000 morceaux, mais il y avait encore de l'amour là-dedans. Un amour blessé, fatigué, mais un amour quand même. J'ai dit que s'il voulait réparer, il devait commencer par me connaître. Vraiment me connaître. Pas la Danielle qu'il pensait que j'étais, mais la Danielle que j'étais réellement. Celle qui s'était battue, qui avait aimé, qui avait tout donné. Éric a promis qu'il passerait chaque jour qui lui restait à essayer d'être le mari que j'avais mérité. Solène a juré qu'elle changerait, qu'elle m'écouterait, me verrait, serait présente. Elle m'a supplié de lui donner cette chance. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient. J'étais épuisée. 65 ans de fatigue, mais j'ai dit qu'ils étaient ma famille, que je croyais encore, que je devais croire. Cette nuit-là, nous sommes restés dans le salon jusqu'à l'aube. Nous avons parlé. Vraiment parlé. Pour la première fois depuis des années. J'ai raconté mes projets, mes élèves, les familles que j'avais aidées. Solène et Éric écoutaient, vraiment écoutaient, posant des questions, pleurant parfois. Quand le soleil s'est levé sur Paris, quelque chose avait changé dans cet appartement. Quelque chose de fragile, mais de réel. Le vendredi matin, je me suis réveillée avec une douleur familière dans le dos. Mes articulations protestaient contre chaque mouvement. Mais quelque chose était différent. L'appartement sentait le café frais. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis sortie de ma chambre lentement. Dans la cuisine, Solène préparait le petit déjeuner. Elle portait un pyjama simple, pas de maquillage, ses cheveux attachés en un chignon négligé. Elle avait l'air jeune, vulnérable, différente de la femme sophistiquée et froide que je connaissais. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Ses yeux étaient encore rouges et gonflés. Elle a dit d'une voix hésitante qu'elle avait appelé son travail, qu'elle avait pris sa journée, qu'elle voulait passer la journée avec moi si je le voulais bien. Mon cœur s'est serré. J'ai hoché la tête sans pouvoir parler. Éric est entré aussi, en pyjama, ses cheveux gris en bataille. Il a dit qu'il avait annulé tous ses rendez-vous de la journée, qu'il voulait être là, vraiment là. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Des croissants que Solène était allée chercher à la boulangerie du coin, du café, des confitures. Nous mangions en silence au début. Puis Solène a demandé si elle pouvait venir avec moi à l'école. Elle voulait voir où je travaillais, rencontrer mes élèves, comprendre ce que je faisais vraiment. J'ai senti les larmes monter. J'ai dit que oui, que j'en serais heureuse.
Nous avons pris le métro ensemble vers Seine-Saint-Denis. Solène regardait par la fenêtre, observant le paysage urbain changer progressivement. Les immeubles devenaient plus délabrés, les rues plus grises. Elle n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier. Elle n'avait jamais voulu savoir où sa mère passait ses journées. Maintenant, elle regardait tout avec des yeux nouveaux, comme si elle me découvrait à travers ces rues. Quand nous sommes arrivés à l'école, plusieurs enfants m'ont reconnu et sont venus me saluer. Yanis a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Il a regardé Solène avec curiosité et a demandé si c'était ma fille. J'ai souri et j'ai dit que oui. Il a dit « Elle est belle, madame. Elle vous ressemble. » Solène a eu les larmes aux yeux. Elle s'est agenouillée à la hauteur de Yanis et lui a demandé son nom, ce qu'il aimait faire. Le petit garçon a parlé de ses dessins, de ses rêves de devenir architecte. Solène l'écoutait avec une attention que je ne lui avais jamais vue. Nous sommes entrés dans la salle de classe. Les murs couverts de dessins d'enfants, de cartes, de citations. Solène touchait tout doucement, comme si elle était dans un musée sacré. Elle lisait les petits mots que les enfants m'avaient écrits au fil des années. Des merci, des dessins de cœur, des promesses de devenir meilleure. Elle s'est arrêtée devant un dessin particulier. C'était un portrait de moi, fait par une petite fille, il y a quelques années. En dessous, écrit maladroitement, il y avait « Madame Roussel est mon héros ». Solène a touché le dessin avec ses doigts. Elle pleurait silencieusement. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Maman, tu es leur héros. » Et je ne le savais même pas. J'ai vécu toute ma vie à côté d'un héros et je ne l'ai jamais vu. Je me suis approchée d'elle. J'ai posé ma main sur son épaule. J'ai dit que ce n'était pas grave d'être aveugle. Ce qui importait, c'était d'ouvrir les yeux maintenant. Elle m'a serré dans ses bras, fort, comme elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle était enfant. L'après-midi, nous avons rencontré certaines familles du projet Solidarité familiale. Une mère de 4 enfants nous a ouvert sa porte dans un petit appartement sombre. Elle m'a reconnue immédiatement et m'a embrassée en pleurant. Elle a dit que sans moi, ses enfants n'auraient pas mangé pendant des mois durant la pandémie, que je leur avais sauvé la vie. Solène était figée. Elle écoutait cette femme raconter comment j'apportais des paniers de nourriture chaque semaine, comment je restais des heures à les aider avec les devoirs des enfants, comment j'avais trouvé un travail pour son mari. Nous avons visité 3 autres familles. Chacune avait la même histoire. Chacune me traitait comme un membre de leur famille. Les enfants me sautaient dans les bras. Les parents pleuraient de gratitude. Solène n'a presque pas parlé de tout l'après-midi. Elle observait. Elle apprenait. Elle me découvrait. Quand nous sommes rentrés dans le métro en fin de journée, elle était silencieuse. Puis elle a dit « Maman, tu as sauvé des vies, des dizaines de vies. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est me plaindre que tu n'étais jamais disponible pour moi. » Je lui ai pris la main. J'ai dit que c'était fini maintenant, qu'on ne pouvait pas changer le passé, qu'on pouvait seulement construire un avenir différent. Elle a serré ma main si fort que ça faisait mal. Mais c'était une bonne douleur. Une douleur qui signifiait qu'elle était là. Vraiment là. Le soir, Eric nous attendait à l'appartement. Il avait préparé le dîner. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes et une salade, mais c'était la première fois en des années qu'il cuisinait pour nous. Nous nous sommes assis tous les 3 à table. Eric a demandé comment s'était passée la journée. Solène a raconté tout ce qu'elle avait vu, les familles, les enfants, l'école. Sa voix débordait d'émotion. Eric écoutait, hochant la tête, parfois essuyant ses yeux. Puis il a dit qu'il avait passé sa journée à faire quelque chose aussi. Il avait contacté d'anciens collègues, des relations d'affaires. Il avait parlé de mon travail, de l'Institut Daniel Roussel. Plusieurs avaient promis des dons. Certains voulaient devenir partenaires du projet. Il avait fait une liste de contacts, de possibilités. Il l'a sortie et me l'a montrée. Ses mains tremblaient légèrement. Il a dit « Daniel, je ne peux pas rattraper 40 ans perdus. Mais je peux t'aider maintenant, si tu me laisses. » J'ai regardé cette liste. Des noms, des chiffres, des notes écrites de sa main. Il avait vraiment travaillé toute la journée sur ça, pour moi, pour mon projet, pour ce qui comptait pour moi. J'ai posé la liste sur la table. J'ai regardé mon mari.
Cet homme avec qui j'avais partagé ma vie, qui m'avait ignoré pendant si longtemps, qui maintenant me regardait avec des yeux pleins d'espoir et de regret. J'ai dit « Merci Éric, merci d'essayer ». Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai ouvert la boîte en velours et j'ai regardé la médaille. Le métal doré brillait dans la pénombre de ma chambre. La Légion d'honneur, la plus haute distinction de France. Mais ce n'était pas cette médaille qui réchauffait mon cœur ce soir. C'était le changement que je voyais dans ma famille. Fragile, incertain, mais réel. Les jours suivants ont été étranges, comme si nous apprenions à vivre ensemble pour la première fois. Solène venait me voir chaque soir après son travail. Elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé et me posait des questions. Sur mon enfance, sur mes premières années d'enseignement, sur les élèves qui m'avaient marqué. Elle écoutait vraiment. Parfois elle pleurait en entendant mes histoires, parfois elle riait, mais elle était là, présente, et c'était tout ce qui comptait. Éric avait commencé à m'accompagner aux réunions de l'Institut. Il prenait des notes, proposait des idées, contactait des gens. Au début, je me méfiais. J'avais peur que ce soit temporaire, que l'enthousiasme s'estompe. Mais chaque jour, il était là. Chaque jour, il prouvait qu'il était sérieux. Un soir, après une réunion particulièrement longue, nous marchions dans les rues de Paris. Il faisait froid. Éric a enlevé son écharpe et l'a mise autour de mon cou. Ce geste simple m'a touchée plus que je ne voulais l'admettre. Nous avons marché en silence un moment. Puis il a dit qu'il voulait me dire quelque chose, qu'il y pensait depuis des jours et qu'il devait le dire. Il s'est arrêté sous un réverbère. La lumière éclairait son visage vieilli, ses rides profondes, ses cheveux gris. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Daniel, j'ai gaspillé notre vie. J'ai été égoïste, aveugle, cruel, sans même m'en rendre compte. Tu méritais un mari qui te voyait, qui te célébrait, qui était fier de toi. Et je n'ai jamais été cet homme. Je ne peux pas changer le passé. Mais je te promets que pour tout le temps qu'il nous reste, je serai l'homme que tu méritais depuis le début. J'ai regardé cet homme que j'avais épousé 40 ans plus tôt. Cet homme qui m'avait fait pleurer tant de fois. Cet homme qui maintenant se tenait devant moi, vulnérable, sincère, essayant vraiment de réparer ce qui avait été brisé. J'ai posé ma main sur sa joue. J'ai dit que nous avions tous les deux vieilli, que nous n'avions peut-être plus beaucoup de temps, mais que nous pouvions essayer, vraiment essayer. Il a pris ma main et l'a embrassée. Nous sommes restés là, deux vieilles personnes sous un réverbère parisien, tenant la promesse fragile d'un nouveau départ. Les semaines ont passé. L'Institut Daniel Roussel a officiellement ouvert ses portes. Une belle cérémonie a eu lieu. Cette fois, Solène et Éric étaient là, au premier rang. Solène avait créé tous les supports visuels, les brochures, le site internet. Elle avait travaillé des heures et des heures, refusant de dormir tant que tout n'était pas parfait. Éric avait réussi à obtenir des dons substantiels de plusieurs entreprises. Le projet avait désormais un financement stable pour les années à venir. Pendant la cérémonie, le maire est venu me serrer la main. Des journalistes ont pris des photos. Mais ce que je regardais, c'était ma famille. Solène qui souriait fièrement, filmant tout avec son téléphone. Éric qui applaudissait, les larmes aux yeux. Pour la première fois de ma vie, je sentais qu'ils étaient vraiment fiers de moi. Pas par obligation, pas par culpabilité, mais par une vraie compréhension de qui j'étais et de ce que j'avais accompli. Après la cérémonie, nous sommes allés dîner tous les trois dans un petit restaurant près de la Seine. L'ambiance était détendue, presque joyeuse. Solène racontait des anecdotes sur la création du site internet, sur les difficultés techniques qu'elle avait rencontrées. Éric parlait de ses réunions avec les entreprises, des négociations parfois difficiles. Je les écoutais, étonné de cette complicité nouvelle entre nous. C'était comme si nous étions une vraie famille pour la première fois. À un moment, Solène a levé son verre. Elle a dit qu'elle voulait porter un toast. À moi. À la femme la plus forte, la plus généreuse, la plus incroyable qu'elle connaisse. Sa mère. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir mis 26 ans à le comprendre, mais qu'elle passerait le reste de sa vie à me le prouver. Éric a levé son verre aussi. Il a ajouté qu'il était l'homme le plus chanceux du monde d'être marié à une femme comme moi, même s'il lui avait fallu 64 ans pour le réaliser. J'ai levé mon verre, les larmes aux yeux,
et j'ai dit que je les aimais. Malgré tout, malgré les années perdues, je les aimais. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De la paix. Une paix profonde, comme si une blessure ancienne commençait enfin à cicatriser. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments difficiles, des silences gênants, des souvenirs douloureux qui remontaient à la surface. Mais nous avancions, ensemble, et c'était déjà beaucoup. Un samedi matin, Solène est arrivée à l'appartement avec une grande boîte. Elle avait un sourire mystérieux. Elle a posé la boîte sur la table du salon et m'a demandé de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait un album photo. Mais pas n'importe quel album. Elle avait rassemblé des centaines de photos. Des photos de mes élèves au fil des années, des photos des familles que j'avais aidées, des photos de l'école, des événements du projet Solidarité familiale. Elle avait contacté tout le monde, récupéré toutes ces images et créé cet album magnifique. Sur la première page, elle avait écrit « À ma mère, mon héros ». Merci de m'avoir appris que l'amour véritable, c'est donner sans rien attendre en retour. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à comprendre. Je t'aime. Solène. J'ai tourné les pages lentement. Chaque photo racontait une histoire, des enfants qui souriaient, des familles qui mangeaient ensemble, des moments de joie que j'avais créés. Et sur la dernière page, une photo récente de nous trois, prise lors de la cérémonie d'ouverture de l'Institut. Nous sourions tous les trois. Une vraie famille, enfin. J'ai refermé l'album. J'ai regardé ma fille, cette belle jeune femme qui avait tant changé. J'ai dit « Merci ma chérie, merci pour tout ». Elle s'est penchée et m'a embrassée sur le front. Elle a murmuré « Non maman, merci à toi pour ne jamais avoir abandonné nous, même quand on ne le méritait pas ». L'hiver est arrivé sur Paris. Les rues étaient couvertes de neige fine. Les lumières de Noël illuminaient les boulevards. J'avais toujours aimé cette période de l'année, mais elle me rendait aussi mélancolique. Tant de Noël passés dans la solitude émotionnelle, entourée de ma famille, mais me sentant invisible. Cette année serait différente. Je le sentais. Solène avait insisté pour organiser un dîner de Noël spécial. Elle voulait inviter quelques familles que j'avais aidées, quelques élèves, quelques bénévoles du projet. Au début, j'ai hésité. Notre appartement n'était pas très grand. Mais elle a dit qu'elle s'occuperait de tout, que je devais juste accepter. Eric a approuvé l'idée avec enthousiasme. Alors j'ai dit oui. Le jour de Noël, notre petit appartement était transformé. Solène avait décoré partout. Un sapin dans le coin du salon, des guirlandes, des bougies. La table était dressée magnifiquement. Elle avait cuisiné pendant 2 jours, avec l'aide d'Eric. Des plats traditionnels français, des desserts, du vin. L'odeur remplissait tout l'espace. Quand les invités ont commencé à arriver, j'ai senti mon cœur se gonfler d'émotion. Yanis est arrivé avec sa mère. Le petit garçon portait un costume trop grand pour lui, probablement emprunté. Il m'a tendu un dessin qu'il avait fait spécialement pour moi. C'était un portrait de nous deux, main dans la main, avec écrit « Joyeux Noël, Madame Roussel ». Je l'ai serré dans mes bras. Sa mère pleurait déjà. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment me remercier pour tout ce que j'avais fait pour eux. D'autres familles sont arrivées. Chacune apportait quelque chose. Un gâteau fait maison, des fleurs, de petits cadeaux modestes. Solène les accueillait avec chaleur, les aidait à enlever leur manteau, leur offrait du vin chaud. Je la regardais avec fierté. Ma fille avait vraiment changé. Elle n'était plus cette jeune femme froide et distante. Elle était devenue quelqu'un de généreux, d'attentionné, de présent. Pendant le dîner, l'appartement était rempli de rires et de conversations. Les enfants jouaient dans un coin. Les adultes parlaient, partageaient leurs histoires. Eric racontait des anecdotes sur ses négociations avec les entreprises, faisant rire tout le monde. Solène servait les plats, s'assurant que tout le monde avait assez à manger. Et moi, j'étais assise au milieu de tout ça, entourée de gens que j'aimais, me sentant enfin vue, enfin appréciée. À un moment, une des mères a demandé à prendre la parole. Elle s'est levée, son verre à la main. Elle a dit qu'elle voulait remercier Madame Roussel, que sans moi, sa famille aurait été à la rue, que j'avais non seulement fourni de la nourriture et de l'aide, mais aussi de la dignité et de l'espoir. Elle a dit que j'étais un ange. Les autres ont applaudi.
Plusieurs personnes ont partagé leurs propres histoires. Comment je les avais aidés, comment j'avais changé leur vie. J'étais submergée, les larmes coulaient sur mes joues. Solène s'est approchée de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi sa mère avait consacré sa vie à ces personnes, qu'elle était honorée d'être ma fille, qu'elle essaierait de suivre mon exemple pour le reste de sa vie. Éric était debout de l'autre côté, essuyant ses propres larmes. Après le dîner, les enfants ont chanté des chants de Noël. Leur voix remplissait l'appartement d'une joie pure et innocente. Yanis chantait plus fort que tous les autres, me regardant avec un grand sourire. Je pensais à toutes ces années où j'avais travaillé dans l'ombre, sans reconnaissance, sans même l'amour de ma propre famille. Et maintenant, à 65 ans, tout avait changé. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des cicatrices. Mais c'était beau. C'était réel. Quand tout le monde est parti, tard dans la soirée, nous sommes restés tous les trois à ranger l'appartement. Solène lavait la vaisselle, Éric essuyait les assiettes, je pliais les nappes. Nous travaillions en silence, un silence confortable, complice. C'était un silence qui parlait de famille, de connexion, de quelque chose qui avait été réparé. Avant d'aller dormir, Solène m'a pris dans ses bras. Elle m'a serré fort et a murmuré « Maman, c'est le plus beau Noël de ma vie. Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Je lui ai caressé les cheveux et j'ai dit « Ma chérie, c'est moi qui te remercie. Tu m'as redonné l'espoir. » Éric nous a rejointes et nous a enlacées toutes les deux. Nous sommes restés comme ça un long moment. 3 personnes qui avaient failli tout perdre, mais qui avaient trouvé le chemin du retour. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai regardé le plafond. Les ombres des lumières de la rue dansaient doucement. Je pensais à tout le chemin parcouru. De cette soirée horrible où ils avaient refusé de venir à ma cérémonie, à ce Noël magique où nous étions enfin une vraie famille. Ça avait pris une douleur immense, une humiliation publique pour qu'ils ouvrent enfin les yeux. Mais ils l'avaient fait. Et maintenant, nous avions une chance de recommencer. Je ne savais pas combien de temps il me restait. À 65 ans, avec l'arthrose qui progressait, avec la fatigue qui s'accumulait, je savais que chaque jour était précieux. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de vieillir, de mourir, parce que je savais maintenant que j'avais vécu. Vraiment vécu. J'avais aimé, j'avais donné, j'avais fait une différence. Et finalement, j'avais été vue par ceux que j'aimais le plus. Le lendemain matin, Solène est arrivée tôt avec des croissants frais. Elle avait une proposition. Elle voulait créer un documentaire sur mon travail, sur le projet Solidarité familiale, sur l'Institut. Elle connaissait un réalisateur qui serait intéressé. Elle pensait que mon histoire devait être racontée, partagée, pour inspirer d'autres personnes. J'ai hésité. Je n'aimais pas être au centre de l'attention. Mais elle a insisté. Elle a dit que tant de gens vivaient ce que j'avais vécu. L'invisibilité familiale, le manque de reconnaissance, que mon histoire pourrait les aider. J'ai finalement accepté. Pas pour moi, mais pour toutes ces personnes qui se sentaient invisibles. Pour toutes ces mères, ces pères, ces grands-parents qui donnaient tout, sans jamais rien recevoir en retour. Si mon histoire pouvait toucher ne serait-ce qu'une personne, si elle pouvait faire réaliser à une famille qu'elle prenait quelqu'un pour acquis, alors ça valait la peine. Le tournage du documentaire a commencé en janvier. Le réalisateur s'appelait Thomas, un homme dans la quarantaine, sérieux et passionné. Il voulait filmer tout. Mon travail à l'école, les rencontres avec les familles, les réunions à l'Institut, mais aussi ma vie personnelle. Il voulait comprendre comment une femme pouvait donner autant aux autres tout en vivant dans l'invisibilité chez elle. Les premières interviews ont été difficiles. Thomas posait des questions directes, parfois douloureuses. Il me demandait comment je me sentais quand ma famille m'ignorait, comment je trouvais la force de continuer, si je leur en voulais. Je répondais honnêtement. Je parlais de la solitude, des larmes versées en silence, des années passées à espérer être vues. Mais je parlais aussi de l'amour qui ne meurt jamais, même quand il n'est pas nourri. C'était épuisant émotionnellement, mais aussi libérateur. Thomas a aussi interviewé Solène et Éric. Il leur a demandé comment ils avaient pu ne pas voir ce que je faisais, comment ils se sentaient maintenant. Les interviews étaient déchirantes.
Solène pleurait en racontant sa honte, son aveuglement. Elle disait qu'elle avait été tellement absorbée par sa propre vie, ses propres ambitions, qu'elle avait oublié de regarder autour d'elle, qu'elle avait traité sa mère comme un meuble, quelque chose qui était juste là, sans importance. Éric était encore plus brisé. Il admettait qu'il avait passé 40 ans à côté d'une femme extraordinaire sans jamais la voir vraiment. Qu'il avait été un mari égoïste, distant, indifférent. Il disait que la culpabilité le dévorait, qu'il se réveillait chaque nuit en pensant à toutes les fois où il m'avait fait sentir petite, insignifiante. Thomas filmait tout, ces moments de vérité brute, sans filtre. Le documentaire montrait aussi l'autre côté. Les familles que j'avais aidées témoignaient. Les enfants racontaient comment j'avais changé leur vie. Yanis parlait devant la caméra avec une éloquence surprenante pour son âge. Il disait que Madame Roussel lui avait appris qu'il avait de la valeur, que ses rêves comptaient, que sans elle, il aurait peut-être abandonné l'école. Maintenant, il voulait devenir architecte pour construire de belles maisons pour les gens pauvres. Thomas filmait aussi les réunions de l'Institut, les discussions sur les nouveaux projets, les stratégies pour aider plus de familles. Solène était devenue une vraie militante. Elle parlait avec passion, proposait des idées, coordonnait les bénévoles. Éric gérait les finances, les partenariats avec les entreprises. Il s'était vraiment investi. Ce n'était plus par culpabilité. C'était devenu leur mission aussi. Un jour, Thomas m'a demandé si j'avais pardonné à ma famille. Nous étions assis dans un petit café près de l'école. La caméra était éteinte. C'était une conversation privée. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. J'ai dit que le pardon était un processus, pas un événement. Que chaque jour, je choisissais de pardonner à nouveau. Que c'était difficile parfois quand les vieux souvenirs remontaient, mais que je voyais leurs efforts, leurs changements sincères, et que ça m'aidait. Il a hoché la tête. Puis, il m'a demandé ce que je dirais aux gens qui vivaient la même chose, qui se sentaient invisibles dans leur propre famille. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai dit que je leur dirais de ne jamais arrêter de donner, de ne jamais arrêter d'aimer, mais aussi de ne jamais arrêter de dire leur vérité, que rester silencieux ne sert personne, que parfois, il faut avoir le courage de montrer sa douleur, même si c'est inconfortable, que c'est peut-être le seul moyen de réveiller les gens qu'on aime. Le tournage a duré 3 mois. En avril, Thomas nous a invités à voir la première version. Nous sommes allés dans un petit studio de montage. Solène, Éric et moi, assis dans une salle sombre, regardant l'écran. Le documentaire durait 52 minutes. Il s'appelait « Invisible ». Dès les premières minutes, j'ai commencé à pleurer. Voir ma vie racontée ainsi, avec cette honnêteté brutale, était bouleversant. Le documentaire alternait entre mon histoire personnelle et mon travail social. Il montrait le contraste entre la femme célébrée publiquement et la femme ignorée chez elle. Il montrait la douleur, mais aussi la rédemption. La transformation de Solène et Éric était au cœur du récit, leur prise de conscience, leurs regrets, leurs efforts pour changer. À la fin, il y avait une scène de nous 3, assis dans notre salon, parlant calmement. Nous n'étions plus des étrangers. Nous étions une famille qui avait survécu à la tempête. Quand les lumières se sont rallumées, nous étions tous en larmes. Thomas aussi. Il a dit qu'il était fier de ce travail, qu'il espérait que ça toucherait les gens. Solène l'a remercié. Elle a dit que ce documentaire était un cadeau, une façon de montrer au monde qui était vraiment sa mère. Éric a simplement hoché la tête, incapable de parler tant il était ému. Le documentaire a été diffusé sur une chaîne nationale en mai. Le soir de la diffusion, nous l'avons regardé ensemble à la maison. Cette fois, c'était différent. Nous le regardions en sachant que des millions de personnes le voyaient aussi. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Des messages, des appels, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Des anciens élèves, des collègues, des amis lointains. Tous disaient qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils avaient pleuré, que mon histoire les avait touchés. Les jours suivants, les réactions ont continué d'affluer. Des lettres arrivaient à l'Institut. Des gens partageaient leurs propres histoires d'invisibilité familiale. Des enfants adultes écrivaient pour dire qu'ils avaient appelé leurs parents après avoir vu le documentaire.
Des maris écrivaient qu'ils avaient enfin vu leur femme. Des femmes écrivaient qu'elles s'étaient reconnues en moi. Le documentaire avait touché quelque chose de profond, d'universel. Une lettre en particulier m'a marqué. Une femme de 70 ans écrivait qu'elle avait passé sa vie à se sentir invisible dans sa famille, qu'elle avait vu le documentaire et avait décidé de parler à ses enfants. Elle leur avait dit sa douleur, sa solitude, et pour la première fois, ils l'avaient vraiment écoutée. Elle me remerciait. Elle disait que j'avais sauvé sa relation avec ses enfants avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lu cette lettre à haute voix à Solène et Éric. Nous étions dans le salon un dimanche après-midi. Quand j'ai fini, Solène s'est levée et m'a serré dans ses bras. Elle a dit « Maman, tu continues de sauver des vies, même maintenant, même comme ça. » J'ai souri. C'était vrai. Mon histoire, notre histoire, aidait les autres. Et c'était la plus belle récompense que je pouvais recevoir. L'été est arrivé avec sa chaleur douce. Paris était magnifique, les terrasses pleines, les gens souriants. J'avais 65 ans et je me sentais plus vivante que jamais. Pas physiquement, mes articulations me faisaient toujours souffrir. Mon dos me rappelait constamment mon âge. Mais émotionnellement, spirituellement, j'étais remplie d'une paix que je n'avais jamais connue. L'Institut Daniel Roussel prospérait. Nous avions maintenant 15 bénévoles réguliers, des partenariats avec 8 entreprises, et nous aidions plus de 500 familles. Solène avait quitté son travail dans la mode pour se consacrer entièrement à l'Institut. Elle était devenue la directrice de la communication. Elle organisait des événements, gérait les réseaux sociaux, créait des campagnes pour attirer plus de dons. Elle s'épanouissait dans ce rôle. Je la voyais enfin heureuse, vraiment heureuse, parce qu'elle avait trouvé un sens à sa vie. Éric avait pris sa retraite anticipée. Il disait qu'il avait assez travaillé pour lui-même, qu'il était temps de travailler pour quelque chose de plus grand. Il était devenu le gestionnaire financier de l'Institut. Il passait ses journées à analyser les budgets, à chercher des financements, à rencontrer des donateurs potentiels. Il était doué pour ça. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait fier de ce qu'il faisait. Pas fier de son salaire ou de son statut, mais fier de l'impact qu'il avait. Un soir de juillet, nous étions tous les 3 sur le balcon de l'appartement. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel en orange et rose. Nous buvions du vin blanc, mangions du fromage, parlions de nos journées. C'était devenu un rituel. Chaque soir, nous prenions ce moment pour être ensemble, pour partager, pour nous connecter. Solène racontait qu'une jeune femme était venue la voir ce jour-là. Elle avait vu le documentaire et voulait devenir bénévole. Elle avait dit que je l'avais inspirée à faire quelque chose de significatif avec sa vie. Éric parlait d'une grande entreprise qui voulait faire un don majeur. Il avait négocié toute la semaine et avait finalement obtenu 100 000 €. Il était excité comme un enfant. Je le regardais parler, ses yeux brillants, ses mains animées. C'était un homme transformé. L'homme que j'avais épousé 40 ans plus tôt était quelque part là-dedans, mais il était maintenant mélangé avec quelqu'un de meilleur, de plus conscient, de plus présent. Solène a soudainement dit qu'elle avait quelque chose à nous annoncer. Elle avait un sourire mystérieux. Éric et moi l'avons regardée, intriguée. Elle a pris une profonde inspiration et a dit qu'elle voyait quelqu'un. Un homme qu'elle avait rencontré lors d'un événement de l'Institut. Il s'appelait David. Il était médecin dans un hôpital public. Il faisait aussi du bénévolat dans des cliniques gratuites. Elle a dit que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui comprenait l'importance de servir les autres. Que pour la première fois de sa vie, elle était avec quelqu'un qui partageait ses valeurs. J'ai souri. J'étais heureuse pour elle. Je lui ai demandé quand nous pourrions le rencontrer. Elle a dit bientôt qu'elle voulait être sûre avant, mais elle voulait que nous sachions qu'elle était heureuse, vraiment heureuse. Pas de ce bonheur superficiel qu'elle cherchait avant dans les vêtements de luxe, les soirées, l'image, mais d'un bonheur profond, ancré dans quelque chose de réel. Je lui ai pris la main et je lui ai dit que j'étais fière d'elle. Pas pour ses accomplissements professionnels, mais pour la personne qu'elle était devenue. En août, j'ai eu un malaise. J'étais à l'Institut, en train de discuter avec une famille, quand soudainement je me suis sentie étourdie. Tout est devenu flou. Je me suis effondrée. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital.
Solène et Éric étaient là, leurs visages pâles et inquiets. Le médecin a expliqué que j'avais fait une chute de tension sévère, que mon corps était épuisé, que je devais ralentir, me reposer, que je n'avais plus 20 ans. Solène pleurait. Elle me tenait la main si fort que ça faisait mal. Elle disait qu'elle ne pouvait pas me perdre, pas maintenant, pas après avoir enfin trouvé sa mère. Éric était silencieux, mais je voyais la peur dans ses yeux. La peur de perdre la femme qu'il venait tout juste de redécouvrir. Je les ai rassurés. J'ai dit que j'allais bien, que ce n'était qu'un avertissement de mon corps. Mais au fond, je savais. Je savais que le temps nous était compté. Les semaines suivantes, j'ai dû ralentir. Solène et Éric ont insisté. Ils m'ont interdit d'aller à l'institut plus de 2 fois par semaine. Ils s'occupaient de tout le reste. Au début, c'était difficile. J'avais passé ma vie à être active, à aider, à faire. Rester à la maison me rendait nerveuse. Mais progressivement, j'ai appris à apprécier ce rythme plus lent. J'ai commencé à lire davantage, à écrire mes mémoires, à simplement être. Solène venait me voir chaque jour. Elle apportait des nouvelles de l'institut, mais surtout, elle venait juste pour être avec moi. Nous passions des heures à parler, de tout et de rien. Elle me racontait son enfance, des souvenirs que j'avais oubliés. Des moments où elle avait besoin de moi mais n'avait pas su comment le dire. Elle s'excusait encore, même si je lui disais que ce n'était plus nécessaire. Mais elle avait besoin de le faire. C'était sa façon de guérir. Un après-midi de septembre, nous étions assises dans le salon. La lumière d'automne entrait par la fenêtre. Solène m'a demandé si j'étais heureuse maintenant, si tout ce qui s'était passé en valait la peine. J'ai réfléchi longuement. J'ai regardé par la fenêtre les arbres qui commençaient à changer de couleur. J'ai pensé à ma vie, aux 43 ans d'enseignement, aux milliers d'enfants que j'avais aidés, aux familles que j'avais soutenues, aux années de solitude dans ma propre maison, à la douleur de l'invisibilité, et puis à ce miracle, à cette transformation, à ma famille qui m'avait enfin vue. J'ai dit à Solène que oui, j'étais heureuse, que le chemin avait été douloureux, presque insupportable parfois, que j'avais failli abandonner, failli me résigner à être invisible pour toujours, mais que maintenant, à la fin, je pouvais dire que ça en valait la peine, parce que j'avais vécu selon mes valeurs. J'avais aimé même quand l'amour n'était pas rendu. J'avais donné même quand personne ne recevait. Et finalement, j'avais été récompensée. Pas par la médaille, pas par la reconnaissance publique, mais par quelque chose de plus précieux. L'amour de ma famille, leur présence, leur transformation. Solène pleurait doucement. Elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai caressé ses cheveux comme je le faisais quand elle était petite. Nous sommes restés comme ça longtemps, mère et fille, enfin connectés, enfin ensemble. Le soleil déclinait lentement. Les ombres s'allongeaient dans le salon. Et dans ce moment de paix parfaite, j'ai su que peu importait combien de temps il me restait. J'avais eu ça, cette connexion, cet amour, et c'était suffisant. L'automne avançait lentement. Les feuilles tombaient des arbres parisiens, couvrant les trottoirs d'un tapis doré et rouge. Octobre était arrivé avec ses matinées fraîches et ses soirées qui sentaient le bois brûlé. Je passais mes journées tranquillement, écrivant mes mémoires, recevant des visites, regardant ma famille travailler pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Un matin, Solène est arrivée avec David. C'était la première fois que je le rencontrais officiellement. C'était un homme grand, avec des lunettes et un sourire doux. Il m'a serré la main avec respect et m'a dit que Solène lui avait beaucoup parlé de moi, que j'étais son héroïne. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Il racontait son travail à l'hôpital, les défis du système de santé publique, sa passion pour aider les plus démunis. Je voyais comment il regardait Solène, avec admiration, avec tendresse, et je voyais comment elle le regardait aussi. C'était de l'amour, du vrai amour. Avant de partir, David m'a pris à part. Il m'a dit qu'il voulait me demander quelque chose. Il voulait ma bénédiction pour épouser Solène. Il n'avait pas encore fait sa demande, mais il voulait d'abord savoir si j'approuvais. J'ai senti les larmes monter. J'ai regardé cet homme bon, cet homme qui partageait nos valeurs, qui aimait ma fille pour qui elle était vraiment. J'ai dit oui. Bien sûr que oui.
Il m'a embrassée sur la joue et est parti avec un sourire radieux. Quelques jours plus tard, David a fait sa demande. Solène est venue me le raconter, les yeux brillants, la bague au doigt. Elle pleurait de joie. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé trouver quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui la comprenait, qui valorisait ce qui était vraiment important. Nous avons pleuré ensemble, de ces larmes heureuses qui lavent l'âme. Éric est rentré et a serré David dans ses bras comme un fils. C'était un moment parfait. Un moment que je n'aurais jamais cru possible il y a seulement 1 an. Le mariage était prévu pour le printemps suivant. Solène voulait quelque chose de simple, dans un petit jardin, avec juste la famille proche et les amis importants. Elle voulait que les enfants de l'Institut soient là aussi, que Yanis soit porteur des alliances. J'étais touchée par chaque détail qu'elle partageait. Elle me demandait mon avis sur tout. La robe, les fleurs, le menu. Pour la première fois, j'étais vraiment incluse dans sa vie. En novembre, nous avons organisé une grande célébration pour le premier anniversaire de l'Institut. Plus de 200 personnes sont venues, des familles que nous avions aidées, des bénévoles, des donateurs, des représentants du gouvernement. C'était une journée magnifique. Des enfants couraient partout, des tables étaient couvertes de nourriture, des discours ont été prononcés. Solène a parlé de la vision de l'Institut, de ce que nous avions accompli, de ce que nous voulions faire. Éric a remercié tous les partenaires. Et moi, j'ai simplement regardé, le cœur plein. À la fin de la journée, quand tout le monde était parti, nous sommes restés tous les 3 dans le jardin vide. Le soleil se couchait. Il faisait froid, mais nous ne voulions pas partir. Éric a mis son bras autour de moi. Solène tenait ma main. Nous regardions les lumières de Paris s'allumer progressivement. Personne ne parlait. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous savions tous ce que nous pensions. Nous pensions à tout le chemin parcouru, à la douleur, à la transformation, à l'amour retrouvé. Éric a finalement brisé le silence. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose, qu'il y pensait depuis longtemps. Il a dit que j'étais la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais connue, que le plus grand regret de sa vie était d'avoir mis 64 ans à le réaliser, que si c'était à refaire, il ferait tout différemment, mais que puisqu'on ne pouvait pas refaire le passé, il me promettait de faire de chaque jour restant le plus beau possible. Il a embrassé mon front doucement. Solène a ajouté qu'elle avait décidé quelque chose. Quand elle aurait des enfants, elle leur raconterait mon histoire. Elle leur apprendrait à voir les gens autour d'eux, à ne jamais prendre personne pour acquis, à valoriser ceux qui aiment en silence. Elle voulait que mes petits-enfants sachent qui était leur grand-mère, pas seulement la femme avec la médaille, mais la femme qui avait continué à aimer même dans l'obscurité, la femme qui n'avait jamais abandonné. J'ai souri. L'idée d'avoir des petits-enfants me remplissait de joie. Je me suis demandé si je serais encore là pour les voir. Mais même si je ne l'étais pas, je savais maintenant qu'on se souviendrait de moi. Pas comme une ombre, pas comme quelqu'un d'invisible, mais comme quelqu'un qui avait vécu pleinement, qui avait aimé profondément, qui avait fait une différence. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai ouvert la boîte contenant la Légion d'honneur. Je l'avais rarement regardée depuis la cérémonie. Le métal doré brillait toujours. Mais maintenant, il avait une signification différente. Ce n'était plus juste une médaille. C'était le symbole du moment où tout avait changé. Le moment où ma famille avait enfin ouvert les yeux. Le moment où j'avais cessé d'être invisible. J'ai posé la médaille et j'ai pris mon journal. J'ai écrit les dernières pages de mes mémoires. J'ai écrit sur cette année extraordinaire. Sur la douleur du début, sur la transformation miraculeuse, sur l'amour qui avait survécu à tout. J'ai écrit pour tous ceux qui se sentaient invisibles, pour leur dire de ne jamais arrêter d'aimer, de ne jamais arrêter de donner, mais aussi de ne jamais arrêter de dire leur vérité. J'ai écrit que la vie était étrange, qu'elle pouvait nous briser et nous reconstruire, que parfois il fallait toucher le fond pour pouvoir remonter, que la reconnaissance publique ne signifiait rien si on n'avait pas l'amour de sa famille, mais que quand on l'avait enfin, après l'avoir cherché toute une vie, c'était la plus douce des victoires. J'ai terminé en écrivant que j'avais 65 ans, que je ne savais pas combien de temps il me restait, que mon corps me rappelait chaque jour que j'étais mortelle, mais que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur.
Parce que j'avais été vue. J'avais été aimée. J'avais compté. Et au final, c'était tout ce qui importait. J'ai fermé le journal. Je suis allée dans le salon où Solène et Éric regardaient un film. Je me suis assise entre eux sur le canapé. Solène a posé sa tête sur mon épaule. Éric a pris ma main. Nous avons regardé le film ensemble, en silence. 3 personnes qui avaient failli tout perdre, mais qui avaient trouvé le chemin du retour. Dehors, Paris brillait de 1000 lumières. La tour Eiffel scintillait dans la nuit. Le vent d'automne faisait danser les dernières feuilles. Et dans notre petit appartement de Montparnasse, nous étions enfin ce que nous aurions toujours dû être. Une famille, une vraie famille, imparfaite, cicatrisée, mais ensemble. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout. La plus grande récompense que j'ai reçue n'était pas la médaille. C'était de voir ma famille me regarder vraiment. Parce qu'au final, peu importe combien de vies vous sauvez dehors si vous ne pouvez pas sauver l'amour dans votre propre maison. Mais quand il y a un véritable amour, il y a toujours une chance de recommencer. Valorisez vos familles. Regardez qui est à vos côtés, avant qu'il ne soit trop tard. Daniel Roussel.